Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre. Marie-Antoinette était-elle celle que nous décrit la République depuis 230 ans? Était-elle la mère incestueuse comme le prétend la République? Le peuple la haïssait-elle vraiment? Ce nouvel épisode de l'histoire de France vous apportera sûrement des réponses aux questions. Bonne écoute à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans Histoire de France, un Histoire de France exceptionnel ce soir, puisqu'il sera consacré à la dernière reine de France et de Navarre, Marie-Antoinette, exécutée le 16 octobre 1793. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'exécution de la reine Marie-Antoinette. Alors, imaginez la scène, ça se passe le 16 octobre 1793, on est en fin de matinée. Marie-Antoinette a été condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Elle est conduite à l'échafaud dans une simple carriole, elle est très affaiblie, nous reviendrons sur les états de cet affaiblissement par la suite. Les rues qui vont de la conciergerie où elle a été détenue à la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, où se dresse la guillotine, sont noires de monde. Tous sont venus voir le passage de la reine condamnée sur la rue Saint-Honoré, sur le pont au Change. Robespierre tient à ce que tout soit parfait pour cette exécution qui doit être spectaculaire. Il a fait disposer 30 000 hommes de troupes le long du trajet pour éviter tout problème. Il s'est également adjoint les services d'un comédien, Guillaume-Antoine Nourry, dit Gramont, pour exciter la foule au passage de la condamnée. Il espère un déferlement de haine. Ce trajet de plus d'une heure doit être l'occasion d'une dernière humiliation pour l'ancienne souveraine. Habillé en garde nationale, monté sur un cheval noir, le comédien se donne du mal pour remplir son rôle. Il fait de grands moulinets avec son sabre, roule des yeux terribles et couvre la reine d'injures odieuses. Elle est foutue. La voilà, la garce, la salope. Malheureusement pour Robespierre, Gramont fait un flop. Son jeu tombe à plat. Le peuple, qui s'attendait à voir un monstre, n'aperçoit qu'une dame aux yeux rougis, aux cheveux blancs et au teint blême. Les passants s'émeuvent de cette femme comme ils se sont émus lors de son procès. Loin de le huer, comme l'acteur, il pousse des soupirs, se signe pour certains, tombe à genoux, essaye d'approcher la souveraine, repoussée par la troupe, pour lui toucher ne serait-ce que le jupon ou quelques lambeaux de ses vêtements. Il lui envoie des baisers, lui jette des fleurs, aucune insulte ne fuse. Le silence est total. Les marques de respect que craignait Robespierre se multiplient. Lorsque Marie-Antoinette sort de la carriole, elle se précipite sur le plateau et tombe sur le pied du bourreau. Samson, elle s'excuse de sa maladresse en lui disant « Monsieur, je m'excuse, je ne l'ai pas fait exprès ». Ce seront ses dernières paroles. Elle restera digne jusqu'au bout. Marie-Antoinette meurt en héroïne et sa mort frappe tant l'imagination populaire que son culte est toujours vivace, plus de 230 ans plus tard. Quant au mauvais acteur, Gramont, sera arrêté le 13 mars 1794 dans l'affaire dite de la conspiration des prisons, et le 13 avril à 13h15, sa tête tombe à son tour, il tire son ultime révérence sur l'échafaud. Alors voilà un petit texte du 19e siècle que j'ai remis un peu au goût du jour, et nous allons plutôt rentrer maintenant dans le détail de l'exécution de la reine, parce qu'il y a eu le procès de la veuve Capet, le 14 octobre 1793, puis il y a eu le procès du procès avec le retour de la monarchie en 1814. Qui était coupable? La reine d'avoir trahi la France ou la Révolution d'avoir condamné une femme? Alors, les Parisiens réclament sa tête, Marie-Antoinette. La République qui a qu'un an est menacée de toutes parts. Elle a besoin de quoi, cette révolution? D'un grand exemple, et la vengeance doit être terrible. La reine déchue est une coupable idéale. À travers elle, on s'apprête à juger tous les maux de l'ancienne monarchie, la tyrannie, sa duplicité, ses trahisons. Son procès, joué d'avance, va durer 2 jours et 2 nuits, presque sans discontinuer. Dans la salle du tribunal, c'est la révolution tout entière qui l'attend. L'accusateur public, Fouquier-Tinville, le président du tribunal, Martial Herman, un proche de Robespierre, Hébert, le redoutable rédacteur du père Duchesne,
qui l'injurie depuis des mois dans les colonnes de son journal. Les 15 jurés sans culotte, tous sûrs, qui dans 2 jours la condamneront à mort. Alors ce procès, et comme celui du roi, est un procès politique. Il servira de modèle à beaucoup d'autres d'ailleurs. Comme tel, c'est aussi un procès raté. Raté dans son organisation et son déroulement, raté dans ses effets à travers le jeu déformé, disloqué de la mémoire, que l'on en conservera pendant 2 siècles. Tout a commencé par du silence. On sait qu'après avoir jugé, condamné et enfin exécuté l'ancienne reine de France, transformée par la grâce de la République en Marie-Antoinette dite de Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet. Le 16 octobre, place de la Révolution, les révolutionnaires ont été surpris de ce qu'ils ont vu, de cette femme qui était si belle, si charmante, si digne de sa fonction, une femme vieillie, qui fait beaucoup plus que ses 38 ans, ses cheveux ont blanchi, et qui est physiquement affaiblie. Alors, elle est, en plus d'être affaiblie, elle est, disons, acculée de plein de maux, puisque, on le sait maintenant, elle était plus ou moins atteinte d'un cancer de l'utérus et perdait des quantités de sang qui ne faisaient pas qu'elle puisse être en bonne santé, du moins physique. Si la guillotine a été sous la Révolution un spectacle et une fête, elle a également été vécue par ceux qui assistaient aux exécutions politiques comme le théâtre de la vengeance patriotique et de l'expiation des coupables. Les condamnés étaient censés faire amende honorable et offrir leur mort à la Révolution par contrition. Rien de tel avec la reine déchue, doublement coupable aux yeux de ses juges de complot et de trahison contre la nation. Nulle pleur, nulle plainte, nulle parole, il n'y eut avec elle que le silence de la dignité face aux injures et à la mort. Le député montagnard Guffroy le regrette déjà quelques jours plus tard dans les colonnes de son journal. C'est que la victime n'a pas bronché, alors que le peuple, prisonnier de sa haine contre l'Autrichienne, ne s'est pas montré à la hauteur de l'événement. C'eût été une chose intéressante à voir que le spectacle d'une reine conduite au supplice au milieu de la satisfaction silencieuse d'un grand peuple, dit-il. La majesté du peuple a été éclipsée par ce bruit bête et insolent. À bas, à bas. On aurait aimé, écrit encore le rédacteur du Salut public, une autre feuille d'obédience jacobine d'ailleurs, que son exécution ait été un grand exemple de justice et que son nom reste à jamais en horreur à la postérité. Mais la garce, fulmine le sans-culotte Hébert qui l'a hissé, a été audacieuse et insolente jusqu'au bout. Et puis la roue de la Révolution tourne trop vite pour que l'on puisse s'attacher longtemps au souvenir de son exécution. On se réjouira bien pendant quelques semaines du châtiment de l'impudique Capet. On regrettera que son supplice ait été trop doux pour ses forfaits. Et puis on passera à autre chose. La République en guerre contre l'Europe a d'autres chats à fouetter. Comme l'écrivent les membres du tribunal criminel militaire de l'armée du Nord, puisqu'Antoinette ne vit plus, il faut, s'il peut, oublier qu'elle ait jamais existé. Alors, une mort qui arrange l'Autriche. Silence donc du côté de ses ennemis, qui ont vécu son procès et sa mort, comme une victoire en demi-teinte, mais aussi, et de façon plus surprenante, silence du côté de ses amis. Dans l'entourage des Bourbons en exil, on est soulagé de la mort de Marie-Antoinette, qui dans un sens simplifie les choses, surtout lorsqu'on sait l'opposition des frères de Louis XVI à celle qui, jusqu'au bout, prétendait se réserver les droits à la régence de ce qui n'était déjà plus le royaume de France. Même silence gêné à Vienne, au sein du gouvernement et de la famille impériale. On le sait, la fille de l'impératrice Marie-Thérèse a été abandonnée par son neveu, l'empereur François II, au nom du cynisme et de la politique et de la négociation avec la nouvelle République française. Toutes les tentatives d'échange amorcées dans les semaines qui ont précédé son procès et sa mort se sont soldées par une fin de non-recevoir de la part de la cour de Vienne. François, en guerre contre la République, est alors en position de force. Il préférait de loin mettre la main sur quelques places fortes françaises plutôt que de signer un armistice en échange de la vie désormais inutile de sa tante. Beaucoup plus tard, Napoléon, devenu en 1810 le neveu par alliance de l'ancienne reine par ce second mariage avec Marie-Louise, note à Sainte-Hélène dans ses confidences à Las Cases. C'était une maxime établie dans la maison d'Autriche que de garder un silence profond sur la reine de France. Au nom de Marie-Antoinette, ils baissèrent les yeux, échangent significativement de conversations
pour échapper à un sujet désagréable et embarrassant, surtout par rapport à le lien de famille qui les unissait à l'ancienne reine. Aussi, sur le moment, personne ne songe à exploiter son exécution sur un plan politique ou militaire. L'émigré et publiciste royaliste Mallet Dupan s'en plaint dans une lettre adressée au cabinet de Londres en mars 1794. La Convention fait assassiner la reine de France, sœur du chef de l'Empire, et cet événement reste abandonné au récit de quelques folliculaires ignorés. Par un orateur de votre Parlement n'a daigné le rappeler. Les cours ont paru si peu occupés de cette catastrophe que le public en a bientôt perdu la trace. On a laissé s'éteindre au bout de 15 jours la première impression de cette mort. Il faut attendre le retour de Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, sur le trône de France en 1814, pour qu'on le recommence à parler d'elle, de son procès et de sa mort. En 1816, le gouvernement lui consacre une chapelle à la Conciergerie, à l'emplacement de son ancien cachot. La même année, Chateaubriand donne le ton dans l'un de ses grands discours à la Chambre des Pairs. Le premier crime de la Révolution, dit-il, est la mort du roi. Le crime le plus affreux est la mort de la reine. Un crime inutile, dit encore Madame de Staël, perpétré contre une femme sans défense qui n'eut d'autre but que d'inspirer l'effroi. Elle ne vécut non pas pour la régence, même si elle la voulait, dit-elle, dans ses intimités de salon. Elle le voulait pour pouvoir amener son fils là où son père avait commencé son éducation, c'est-à-dire sur le trône de Saint-Louis. On veut bien pardonner aux anciens nobles, aux anciens amis de la reine de l'avoir ignorée à ce point, et à tous ceux qui, en France, le jour de l'anniversaire de sa mort, la dernière lettre écrite par la condamnée, quelques heures avant son exécution, à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, est miraculeusement retrouvée 23 ans plus tard. On la baigne de larmes, on l'entoure d'un nuage de litanies et d'encens, des sœurs cloîtrées, prient pour elle un peu partout en France. Dans ses folles prédications, le paysan Bousseron Martin de Galardon, que beaucoup prendront pour un saint, fait la réhabilitation de la suppliciée, la condition préalable de toute restauration monarchique légitime. C'est à ce moment-là aussi, dans les années 1815, que l'on publie les premiers témoignages relatifs à son procès, en particulier celui de son avocat, Claude-François Chauveau, Lagarde. Partout, il n'est question que de la bonté, de la douceur, de la résignation, du courage et de la présence d'esprit de la reine. Les accusations d'inceste sur son fils, le petit Louis XVII, enfermé à la tour du Temple, portées contre elle par Hébert, sont qualifiées d'infernales calomnies. Il n'est question au sujet de ces derniers jours que de sacrifices, de sacrilèges, de cortèges funèbres. Tous ces récits sont truffés d'allusions à la passion du Christ. Lorsque l'accusé demande à boire et qu'on le lui refuse, on fait le commentaire suivant. On ne lui présenta pas du vinaigre, mais ce qui est peut-être pire, personne n'osa étancher sa soif. Derrière l'échafaud de Marie-Antoinette se dresse la croix du Golgotha. C'est à travers ses premiers écrits que s'échafaude la mémoire doloriste de la reine martyre. Les romantiques vont s'en donner à cœur joie. Balzac d'abord, Hugo ensuite, font des cachots de la Conciergerie où Marie-Antoinette séjourna avant de comparaître devant le tribunal révolutionnaire, un univers quasi onirique, définitivement hérissé de grilles, de crochets et de clous, avec que l'antichambre de la mort devient l'antre sombre du dieu Hadès. Il est bien loin le temps du Moyen-Âge où la plupart des gens croyaient encore que c'était là les heures sombres. Il est remplacé par la détention de l'ex-reine. Mais la palme revient sans doute à l'écrivain mystique Léon Bloy, qui, à l'autre bout du XIXe siècle, fait de la reine martyre la blonde chevalière de la mort. Son texte éponyme, publié une première fois en 1891, a des allures de poème apocalyptique. La Révolution et ses porte-flingues y sont piétinés rageusement dans une sorte de jeu de massacre jubilatoire. Le voyage mortel de Marie-Antoinette, lui, s'achève dans la salle de la liberté du tribunal, révolutionnaire, décrit par Bloy comme l'antre satanique du mal. Qu'on se représente ces vastes salles, écrit-il, du palais plein à craquer d'une masse nauséabonde de sans-culottes trépignant, mangeant, applaudissant le rétiaire de l'innocence. Fouquetinville, avec sa bande et son tréteau,
Quelques lampes rayant de leur sale lumière l'obscurité de cette humide nuit d'octobre et faisant paraître plus livides les abjectes physionomies de ce rassemblement d'assassins privés de sommeil, et ainsi de suite. Il continue de la sorte. Avec Blois, Marie-Antoinette change de condition. Elle n'était jusqu'alors qu'une martyre, elle touche désormais à la sainteté. Aux yeux de l'écrivain, elle est morte innocente à cause de la chute d'Adam pour le rachat de la faute du premier homme. Son rang lave les fautes de l'humanité souffrante tout entière et de conclure triomphalement « Tu régneras par ce signe au XIXe siècle ». Le propre des mémoires de Marie-Antoinette, c'est qu'elle ne cesse d'évoluer, de se croiser, de se contredire et de s'invectiver, comme en un dialogue de sourds, comme si elle cherchait à se fortifier de leurs oppositions mutuelles. Car du côté des anciens régicides et dans la tradition de tous ces gens qui écrivaient sous les procès révolutionnaires et en écrivant leurs mémoires sous la Restauration, les régicides envoyés pour la plupart en exil se gardent bien de parler de ce qui fâche et s'abstiennent en général d'évoquer le procès de la condamnation à mort de Marie-Antoinette, éclipsé par celui du roi Louis XVI. Les accusations reviennent vite sous la monarchie de Juillet, à la faveur de la publication des premières grandes histoires de la Révolution. Et comme dira l'un des proches de Louis XVIII, de toute façon, nous pouvons parler d'elle, on l'a bien connue et elle ne nous gênera plus. Et bien sûr, qui reste encore aujourd'hui la base de notre historiographie républicaine. Albert Laponneret, premiers éditeurs des œuvres de Robespierre, républicain et socialiste, en prendre la palme dès 1838. Son réquisitoire est implacable. On y aperçoit déjà mêlé aux accusations politiques de trahison et de complot l'esquisse d'un jugement de Marie-Antoinette hanté sur le principe de la lutte des classes, tout comme la reprise de la vieille méfiance révolutionnaire contre les femmes. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui sont sans entrailles pour les opprimés et qui n'ont de commisération et de sollicitude que pour les oppresseurs, ceux-là ont protesté contre la condamnation et la mort de Marie-Antoinette, en disant que le glaive révolutionnaire aurait dû épargner une faible femme. Et sans doute, ils auraient dû l'épargner, mais pour cela, il fallait que cette faible femme se renfermât dans les attributions de son sexe et qu'elle n'en sortît pas pour faire les malheurs de la France. Elle a été femme, mais reine. Ce qui rendit la mort de l'ex-reine de France inévitable, c'est que Marie-Antoinette avait activement trempé dans tous les complots de la cour. C'est qu'elle avait été l'âme toute puissante de toutes les machinations dont le but était de faire rentrer le peuple dans la servitude. Tout est dit dans l'ignominie. L'historien socialiste Louis Blanc, lui, le suit de près, pour qui le réquisitoire de l'accusateur public Fouquier-Tinville, lu devant la reine au début de son procès, est implacable mais juste. Et après lui, Michelet, qui ne doute pas de la trahison de cette dernière. Voilà ce que dit Michelet. La reine était coupable, elle avait appelé l'étranger. Cela t'éprouvait aujourd'hui. Fermez le banc. La tradition se poursuivra chez les historiens du XXe siècle, Dollard à Martier, à Albert Soboul. Et bien sûr, cela montre assez combien la figure de l'ancienne reine de France est longtemps restée et reste peut-être encore prisonnière d'une révolution vécue comme notre principal mythe fondateur républicain. Du côté de ses turéfiraires comme de ses adversaires, l'histoire de la révolution est comme submergée par sa mémoire, une mémoire dessinée en noir et blanc, tout en opposition de haine et d'amour, tout en déformation aussi. L'historien doit donc s'efforcer de restituer la mémoire du passé dans le temps long de ses avatars s'il veut comprendre les événements ou les personnages qui s'y cachent, quelle que soit sa position, quel que soit son questionnement. Alors peut-être, au-delà de ces dépossessions successives, rendra-t-il un jour Marie-Antoinette à elle-même et sa mort à ce qu'elle a été, l'élimination politique et symbolique d'une reine autant que d'une femme, autant que d'une mère. Sa mort est beaucoup plus qu'un épisode sous la terreur. Pour reprendre le titre d'une nouvelle de Balzac, elle est l'ouverture fondatrice et sanglante de l'histoire moderne française. Et moi, j'ajouterais encore ceci. Je dirais que la Révolution et la politique de Robespierre n'ont pas éliminé une faible femme ou une forte femme. Ils ont éliminé un symbole, le symbole de la monarchie toute-puissante, pour la remplacer par une position politique encore plus cruelle et plus terrible qu'a été la fondation de la République française. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais quand même vous lire l'exécution de Marie-Antoinette dans ses traits qui sont été commentés par aussi plusieurs historiens
que je vous recommanderai après, comme Évelyne Levert, Simone Berthière. J'ai relevé ceci. Donc l'exécution de Marie-Antoinette d'Autriche et l'application de la condamnation à la peine capitale par guillotine de Marie-Antoinette d'Autriche, ancienne reine de France et de Navarre et ancienne reine des Français. La condamnation à mort est prononcée par le tribunal révolutionnaire le 16 octobre 1793 à 4h30 du matin, après un procès qui a duré 2 jours, et la sentence est exécutée le jour même. Le mercredi 16 octobre 1793, vers 10h du matin, les 4 juges et le greffier du tribunal révolutionnaire entrent dans la pièce où se trouve Marie-Antoinette. Ils lui font lecture de la sentence. À la fin de la lecture, le bourreau Henri Sanson lui attache les mains derrière le dos. Il lui ôte ensuite sa coiffe et lui coupe les cheveux. Marie-Antoinette franchit la grille de la conciergerie, emmenée par Henri Sanson, et se dirige vers la cour du Mai, où l'attend une charrette. Il s'agit d'un plateau de bois posé sur des essieux et tiré par 2 percherons. L'ancienne reine de France grimpe l'escabeau avec l'aide de Sanson, qui s'aperçoit qu'il y a des pertes de sang. L'abbé Girard, curé de Saint-Landry, prêtre constitutionnel désigné par le tribunal révolutionnaire, l'accompagne en tant que confesseur. N'ayant pas eu le choix de son prêtre, contrairement à Louis XVI, Marie-Antoinette refuse les services de celui qui lui est imposé. Le bourreau se place derrière la reine déchue, son aide est assis au fond de la charrette. Sortie de la cour du Mai, la charrette roule lentement à travers la foule. 30 000 hommes de troupes forment une haie tout au long du parcours. À l'entrée de la rue Saint-Honoré, des clameurs de haine se font entendre et la charrette s'immobilise. Et tout d'un coup, le silence. Personne n'ose dire quoi que ce soit. Les moulinets d'un acteur bidon ne font que accentuer l'exaltation et la divination de l'ancienne reine de France. Vers midi, le véhicule apparaît sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Marie-Antoinette descend de la charrette, elle gravit l'échelle menant à l'échafaud. Perdant l'un de ses souliers, lequel fait aujourd'hui partie de la collection du musée des Beaux-Arts de Caen, la légende dit que l'ancienne reine a marché avec l'autre soulier sur le pied du bourreau et que ses dernières paroles ont été « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès ». Les aides l'attachent sur la planche, le couperet tombe. Henri Sanson saisit la tête de Marie-Antoinette par les cheveux et la brandit au peuple en criant « Vive la République !» Marie-Antoinette est inhumée au cimetière de la Madeleine, dans la même fosse commune que son mari, le ci-devant Louis XVI, ont répandu de la chaux vive sur sa dépouille. L'acte de décès de la veuve Capet est établi le 24 octobre 1793. L'original de l'acte a disparu lors de la destruction des archives de Paris en 1871, mais il a été recopié par des archivistes. Voici ce que dit le texte. Du 3 du second mois de l'an second de la République française, donc 24 octobre 1793. Acte de décès de Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche de 25 du mois dernier, 16 octobre 1793. Âgée de 38 ans, veuve de Louis Capet. Vu l'extrait du jugement du tribunal criminel révolutionnaire et du procès-verbal d'exécution en date du 25 du mois dernier, signé Ouef, commis greffier, l'officier public Deltroit. La Restauration rend les honneurs à la belle-sœur du roi Louis XVIII. Je vous avais déjà refait un salon là-dessus, quand on a retrouvé les dépouilles de Louis XVI et de Marie-Antoinette, car le 21 janvier 1815, les reines de la Reine Martyre sont déposées à la basilique Saint-Denis. En 1816, le roi fait élever par Pierre Petitot un monument funéraire dans la basilique. Au cimetière de la Madeleine, où furent inhumées Marie-Antoinette, Louis XVIII fit construire une chapelle, ce qu'on appelle la chapelle expiatoire, qui fut érigée par Lebas et Fontaine en 1826. La chapelle est ornée des 2 figures sculptées représentant Louis XVI et Marie-Antoinette. Le cimetière de la Madeleine se nomme aujourd'hui le square Louis XVI. Et bien sûr, vous voyez tout ça dans quelques livres que je vais vous dire, bien sûr, Jean-Christophe Petit-Fils, Louis XVI, Simone Berthière, Marie-Antoinette l'Insoumise. Là, vous avez ça aux éditions Le Fallois, c'est en livre de poche aussi. Et bien sûr, vous avez le texte cinéma nommé par l'archiviste Auguste Jalles dans son dictionnaire critique de la biographie et d'histoire, Paris, Henri Plon, en 1867. Bien sûr, d'autres livres aussi. Johann Félix, Louis XVI et Marie-Antoinette, un couple en politique. Et Guexot, Marie-Antoinette, reine de France, dernière des grandes souveraines
de la France avant la Révolution, l'Empire et la Restauration. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie. Vous voyez, ça n'a pas été très très long. J'espère que ce que je vous ai narré vous permettra d'en savoir un peu plus sur la reine Marie-Antoinette. Je ne manquerai pas d'ailleurs prochainement de lui rendre un autre hommage, c'est-à-dire de lui raconter, avant ce jour funeste, ce que fut ses jours heureux et bien sûr son arrivée à la cour de Versailles alors qu'elle n'avait que 14 ans. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ce salon. Marie-Antoinette fut assassinée le 16 octobre 1793. Quelques lettres écrites par la reine. Marie-Antoinette n'a pas trahi la France mais la Révolution, ce qui est très différent. Certes, elle a tenté de faire rétablir l'ordre dans le pays ainsi que l'autorité du roi, avec l'aide des puissances étrangères. Mais elle n'était certainement pas prête à vendre la France à l'étranger. Au contraire, la correspondance de Marie-Antoinette avec Fersen laisse apparaître que l'une des plus grandes craintes de la reine était que les autres puissances européennes profitent du désordre pour procéder au démembrement de la France. Le 27 mars 1791, Fersen écrit à Marie-Antoinette. Il ne paraît pas douteux qu'il ne soit nécessaire d'agir et d'agir vigoureusement si on veut rétablir l'ordre et le bonheur dans le royaume, le sauver d'une ruine totale, empêcher son démembrement, remettre le roi sur le trône et lui rendre son autorité. Dire que Marie-Antoinette aurait trahi la France est donc une contre-vérité. Au contraire, elle voulait préserver l'intégrité territoriale de la France. Elle voulait juste rétablir l'ordre et l'autorité du roi, ce qui n'a rien à voir avec une trahison, mais les vainqueurs ont toujours raison, aux yeux de la République, elle ne peut donc pas être autre chose qu'une traîtresse. Pour le reste, Marie-Antoinette n'était pas aussi réactionnaire qu'on le prétend aujourd'hui, on oublie souvent qu'elle fut pour le doublement des voix du tiers lors des États généraux. Retenons également cette lettre du 7 novembre 1790 dans laquelle elle écrit à son frère Léopold II, que son désir est de faire jouir le peuple, d'une juste et bonne liberté, telle que le roi l'a toujours désiré lui-même pour le bonheur de son peuple, mais loin de la licence et de l'anarchie, qui précipite le plus beau royaume dans tous les mots possibles. Manifestement, Marie-Antoinette avait conscience que les Français avaient droit à la liberté, ce qui contredit l'image que l'on cherche à donner d'elle aujourd'hui. Nous espérons que l'histoire sur la reine Marie-Antoinette vous aura éclairé sur ce qu'il s'est réellement passé. N'oublions pas que la République nous ment depuis 230 ans. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.